Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui au programme, l'actualité donc internationale de la guerre en Ukraine, entre autres. Et donc, on a intitulé ça « L'efficacité américaine face à la gesticulation européenne, pour ne pas dire macronienne ». Voilà, cher Pierre-Henri. Oui. Donc, alors, l'actualité est riche et rapide, puisque après, nous avions parlé il y a 2 semaines de la réunion, de cette fameuse réunion de Donald Trump avec Zelensky. Qui était en préparation, qui n'avait pas encore eu lieu. Oui. Et depuis 2 semaines, les choses se sont accélérées. Voilà, et donc ça s'est accéléré. Il y a eu cette fameuse réunion que tout le monde a critiqué, commenté, scandalisé, etc. Et puis voilà qu'hier, les mêmes Ukrainiens et Américains s'entendaient en Arabie Saoudite. Et entre-temps, notre président a fait le mariole, pardonnez-moi l'expression, mais il est venu nous faire le mariole en faisant peur aux gens, en disant « mais voilà, les Américains, en gros, ont tourné le dos, c'est à nous de reprendre le flambeau ». Et les voilà qu'ils s'entendent avec les Ukrainiens, et lui est toujours là en train de gesticuler avec son homologue allemand, qui parle de milliards, etc. Enfin, ils sont tous là, ces Européens, sont en train de gesticuler, de prévoir d'investir des milliards, etc., pour faire la guerre, alors que les belligérants vont signer la paix. Enfin, on est dans un monde de fous, Pierre-Henri. Alors, on est dans un monde de fous. Alors, la première chose, moi, qui me frappe depuis en fait des années, parce que c'est ce que les Américains, favorables à Trump, ont surnommé le Trump Derangement Syndrome, c'est-à-dire le syndrome de dérangement mental dû à Trump. Oui, il les rend fous, comme disait l'autre. Trump les rend fous. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il vit dans leur tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde où les anti-Trumpistes ne trouvent pas quelque chose à redire, à critiquer au sujet du comportement de Trump. Ce qui les conduit, et là on parle bien évidemment des experts médiatiques, des journalistes... experts entre guillemets, parce que franchement... C'est parce que les commentaires Ils sont experts que de leurs bêtises. Ils sont experts de leurs bêtises. Alors ça, exactement. Elle est assez perfectionnée. Mais ça les conduit en fait à n'avoir d'analyse qu'à très court terme et même dans l'instant. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune mise en perspective de l'action. Alors non seulement de Trump, mais Trump bien évidemment n'est pas seul aux manettes et n'est pas seul à décider, mais de toute l'administration américaine. D'une part, donc ils analysent seconde par seconde ce qui leur convient bien évidemment, parce que on a parlé de la rencontre à la Maison-Blanche entre Zelensky et Trump. Ce qui a été commenté, ce sont 3 minutes sur 45. Le reste a été très très peu repris, à part par des journalistes talentueux, type Vincent Hervouet ou autres. Mais la plupart des commentateurs se sont acharnés à dire que c'était un guet-apens ou une humiliation organisée contre Zelensky. Ils n'ont retenu que la forme. Voilà. Ils n'ont pas retenu le fond. Et en fait, c'est de la subjectivité. En fait, c'est pire que ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'ils n'ont absolument pas évoqué le fait que... Alors, si, ils ont fait allusion au fait que Zelensky n'est pas apprécié ni par Donald Trump, ni par son administration. Ils ont oublié de dire pourquoi il n'est pas apprécié. Parce que M. Zelensky a été faire la campagne électorale, je dis bien a été faire la campagne électorale, il a été soutenir officiellement le candidat Biden et par la suite... Kamala Harris. Enfin, quand il était sur place, c'était Biden. Donc, alors, c'est très rare qu'un chef d'État vienne soutenir sur place un autre candidat. Ça s'appelle insulter l'avenir. Oui. Alors, généralement, ils soutiennent de loin, voilà. Mais là, il est venu faire sa campagne. Il a insulté l'avenir, c'est pas très malin de sa part. Et puis, par ailleurs, il n'est pas venu soutenir n'importe quel adversaire politique. Rappelons ce que c'est le camp démocrate. Le camp démocrate et ses amis, qu'ont-ils fait avant l'arrivée de Donald Trump là en 2024 ? Ils ont essayé de le mettre en prison. Ils ont essayé de le nazifier. Ils ont même essayé de l'assassiner. Pas eux directement, mais enfin leurs partisans. Donald Trump et son administration reviennent de loin. Ils avaient face à eux non pas des adversaires, mais des ennemis qui voulaient leur mort. Ils voulaient leur mort. Politique et physique. Et donc, comment voulez-vous... Alors, il y a ce type qui débarque, là, le président ukrainien, qui a été soutenir leurs pires ennemis, ceux qui voulaient les tuer. Alors déjà, voilà pourquoi ils ne l'aiment pas. Ça, c'est un.
Après, deux, il vient leur faire la morale. Bon. Alors après, oui, alors il y a des questions de forme du côté de Zelensky qui ont été toutes passées sous silence. Alors, en effet, il y a la fameuse insulte qu'il a proférée dans sa barbe, qui a priori n'est pas un vrai facteur explicatif parce qu'elle n'a pas été entendue ni par J.D. Vance, le vice-président, ni par Trump. Ça indique quand même l'état d'esprit. Mais marmonner, lorsqu'on est dans une réunion comme ça. Alors, en effet, vous avez raison, Pierre-Henri. On dit, l'insulte en russe, personne ne l'a compris, il ne parle pas russe. Enfin, il n'y a pas besoin de parler russe. Quand vous avez en face de vous un chef d'État en t-shirt, en basket, excusez du peu, dans le bureau ovale, qui fait des mimiques, qui gesticule, pendant que le président et les vice-présidents américains parlent, il lève la tête au ciel, il s'agite sur sa chaise et il murmure des choses. Tout ça n'est pas très poli, d'une part, et par ailleurs, avant de venir, déjà il ne l'aime pas, mais avant de venir pour la cerise sur le gâteau, il fait un communiqué dans lequel il explique que Donald Trump est manipulé par les médias russes. En gros, ça veut dire quoi ? Un chef d'État de la plus grande puissance du monde manipulé par les médias russes, ça veut dire que c'est un débile. C'est un crétin, lui et son administration, en fait. Ils n'ont rien compris. On entend bien... Donc il le traite de con, quoi. Enfin, pardon. Toute proportion gardée, on entend bien sur nos chaînes d'information en continu que Donald Trump est sans doute un agent du KGB. Bien sûr, évidemment. Et puis aussi des martiens, et qu'il est sous la coupe de Fantomas. Oui. Et après, c'est nous qu'on traite de complotistes. Voilà, ça bien évidemment. Alors, donc là, en effet, ça a été un loupé. Ça a été une réunion complètement loupée. Moi, je suppose, et en bonne logique, que l'entourage de Zelensky a été absolument dépité. Et je fais un pari sans aucune preuve, mais c'est que Zelensky n'était pas, on va dire, dans son état physiologique normal. Et qu'une fois redescendu, si les auditeurs comprennent ce que je veux dire, et une fois que son entourage l'a remis dans des rails un petit peu plus appropriés, il a essayé immédiatement de corriger le tir et de renouer le dialogue, parce qu'il sait bien que sans le soutien américain, le soutien européen ne suffira pas à l'objectif qui est au moins de tenir le front. Dans les faits, le soutien... Alors tout de suite, les médias français dont on faisait allusion il y a quelques minutes ont annoncé qu'il n'y a plus d'aide américaine à l'Ukraine, ce qui est totalement faux. L'aide, lorsqu'ils disent on suspend les livraisons d'armes, ça ne veut pas dire que c'est suspendu demain matin. Hein. C'était pour le mois d'août 2025. Enfin, on ne suspend pas les livraisons comme ça en 24 heures. En revanche, ils ont suspendu les renseignements. Voilà. Et ça, effectivement, l'aide informationnelle a été ils l'ont coupée. suspendu. Jusqu'à ce qu'ils... Mais oui, ça veut dire quoi ? Le faire. Genre, je suspends le temps que tu redescendes sur Terre, comme vous venez de le dire, et que tu réalises que les caprices, ça suffit. Que tu reviennes à de bonnes dispositions. Voilà. Et en fait, parce que Zelensky a été habitué à faire le capricieux, et non seulement le capricieux, il était habitué à venir faire la leçon de morale à tout le monde. C'est-à-dire qu'il allait aux États-Unis, il venait en France, il allait en Allemagne, et à chaque fois qu'il arrivait, il leur disait « Mais nous, on se bat, on meurt, ce qui est vrai. Et vous êtes des gens foutres, pardon de l'expression, payez, envoyez des armes et taisez-vous parce que on se bat pour vous. Et puis vous êtes, quoi que vous fassiez, c'est pas suffisant. » Au lieu de dire merci, il a pris l'habitude de toujours reprocher aux autres. D'exiger et de critiquer. D'exiger, de critiquer surtout, parce qu'il passait son temps, pas qu'aux Américains, à l'administration Biden, à la France, à l'Allemagne surtout, il passait son temps à leur dire « Ce que vous faites n'est pas suffisant. À cause de vous, on ne gagne pas, etc. » Donc en fait, ce type, on lui donne le maximum que l'on peut, et il passe son temps, au lieu de dire merci, il dit « C'est pas suffisant. » Et quand il le faisait, tout le monde lui faisait tapis rouge. C'est-à-dire qu'il venait vous cracher à la figure, et tout le monde, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les Américains, lui disaient « Oui, monseigneur, pardon. » Donc il s'est habitué à ça, vous comprenez ? Et là, pour une fois, il y a quelqu'un qui lui qui lui dit « Ah non, ça suffit maintenant, on dit merci. » Voilà. Et donc on a dit « Ah, mais c'est pas diplomatique. » Oui, d'accord, certes, ce qui n'est pas diplomatique, c'est de filmer ce genre de réunion. Bon, très bien. Mais lui dire à un moment donné « Calme-toi, on va t'aider. » Mais il faut aussi que... Et puis, je parle bien de lui, parce que tous les Ukrainiens ne sont pas d'accord avec Zelensky. Rappelons qu'il a limogé le chef d'état-major des armées. Oui, il vient de le faire, en effet. Non, je parle de Jalouzny. Ah, pardon. Parce qu'il vient de... Il vient de relimoger le... Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne supporte pas... Parce qu'en fait, le chef des armées en Ukraine devient vite une star. Parce qu'il remporte des batailles, etc. Et donc, il a peur qu'on lui fasse de l'ombre, en réalité. Donc, mais je parlais de Jalouzny, qui était quand même celui qui dirigeait l'armée ukrainienne en 2022, lorsque l'armée russe est rentrée, et c'est lui qui l'a stoppé, disons les choses. Sans Jalouzny, peut-être que l'armée ukrainienne n'aurait pas pu... C'était lui le stratège.
Et il le limoge sans aucune raison. En réalité, il l'envoie dans une ambassade. Enfin, en gros, il l'a placardisé. Placard, voilà. Placard. Et donc, ce type ne représente pas toute la résistance ukrainienne. Bon, il a eu du courage d'aller au front, de rester, de ne pas s'enfuir. Très bien, admettons-le. Mais enfin, à un moment donné, il faut savoir gérer. Bon, Ce qui a suivi dans les commentaires, ce qui a suivi donc cette rencontre manquée à la Maison-Blanche, ça a été tous les commentateurs qui disaient en gros que Trump avait tout cédé à Poutine. Or, bien évidemment, rien n'était cédé. D'abord, il n'y a pas eu de négociation pour qu'il cède. Pour le moment, il n'y a eu aucune. Alors là, les négociations ont commencé, en effet, entre États-Unis et Ukrainiens. Oui, mais pas encore avec les Russes. Pas encore avec les Russes. Ça va démarrer maintenant. On est là, nous enregistrons mercredi, et donc là, nous sommes le 12. Le Kremlin vient visiblement de déclarer qu'il attendait plus ample information de la part de Washington pour se déterminer sur la participation ou non à une négociation en vue d'un cessez-le-feu de 30 jours. Déjà ça. Bon. Mais en fait, ce qui est absolument stupéfiant, c'est que quelques observateurs qui ne sont pas pourtant des Trumpistes, je prends par exemple le cas de Gérard Araud. Oui. Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington, entre autres, a été un furieux anti-Trumpiste depuis le premier mandat. Complètement. Donc, depuis 10 jours, Gérard Araud passe sur différents médias. Et que dit-il quand même? Parce que force est de constater que c'est vraiment la réalité. Il dit que la solution proposée par Trump est une solution de bon sens. Oui, il n'est pas le seul ambassadeur à dire ça. Il n'est pas le seul, mais que lui le dise. Il y a une autre ambassadrice de France qui était ambassadrice à Moscou et à Pékin, pas rien, à le titre d'ambassadeur de France, qui dit la même chose. Rappelons-nous, premier mandat de Donald Trump. On l'a fait passer pour un crétin, un charlot, pas sérieux, etc. Résultat des courses, au point de vue international, on dit mais c'est n'importe quoi, pas respecté, il ne connaît pas, c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas, c'est un vendeur d'immobilier, c'est un clown à la télé. Accord d'Abraham, rappelons juste que pendant 50 ans, les Arabes et Israël étaient en guerre. Je dis 50 ans, plus que 50 ans. Ceux qui n'étaient pas en guerre réelle étaient en guerre froide, c'est-à-dire pas de relations, boycott, etc. Ni Jimmy Carter, ni Nixon, ni Clinton, ni Reagan. Le mur de Berlin est tombé, etc. Tout a changé dans le monde, mais il n'y a rien à faire. On pensait que c'était éternel. Et c'est Donald Trump qui fait signer les accords d'Abraham, la paix entre les Arabes du Golfe, le Maroc. Rappelons, c'est énorme. C'est passé, mais comme c'est Donald Trump, si Barack Obama avait fait les accords d'Abraham, il aurait eu un deuxième prix Nobel de la paix. Déjà, il en a eu un, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le prix Nobel de la paix, à part qu'il est à moitié noir? C'était un prix Nobel incitatif. C'est au cas où il ferait quelque chose de bien. Il est à moitié noir, en fait, c'est tout. Oui, voilà. Et donc, il n'a rien fait. Et Donald Trump, si Obama avait fait signer les accords d'Abraham, alors là, on lui aurait fait des statues partout. On aurait appelé François pour qu'il le canonise. Le nouveau Gandhi, voilà. On l'aurait canonisé. Obama, voilà. On l'aurait canonisé. Et donc, accord d'Abraham, et sur le plan intérieur, réussite économique. Pour un clown, c'est déjà pas mal. Mais on va faire une pause pour Bobino, on se retrouve après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, on reprend, oui, j'étais en train de dire que c'était son premier mandat, c'était une réussite à l'international, ne serait-ce qu'avec les accords d'Abraham. Deuxième point, j'ai oublié, sur lequel, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on l'a critiqué, c'était les accords sur le nucléaire iranien desquels il s'est retiré. Voilà. Et on l'a dit, mais il est fou, c'est n'importe quoi, etc. Et bien maintenant, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que les Iraniens trichaient, ils développaient l'arme nucléaire quand même, etc. Mais on oublie de dire qu'il avait raison. On dit que les Iraniens trichaient, etc. Mais on fait comme s'il n'a rien fait. C'est lui qui s'était retiré. Et on s'était moqué de lui. On ne l'avait pas critiqué. On s'était moqué de lui en disant, il ne comprend rien. Il est en train de renforcer l'Iran. Non, en fait, il a affaibli l'Iran. Et donc, deux choses donc, au point de vue international. Au point de vue intérieur, réindustrialisation. Jamais l'Amérique n'a été aussi riche que sous le mandat Trump de 2016 à 2020. On l'a fait passer pour un clown. Et maintenant, à peine réélu, on recommence de nouveau. Sur l'Ukraine, n'importe quoi, il n'est pas prévisible, il change d'avis tout le temps. Moi, j'entends toute la journée que Donald Trump, vous savez, son accord avec les Ukrainiens en Arabie Saoudite, à peine a-t-il
était annoncé, que les médias français étaient en train de dire « Oui, mais ça veut rien dire, c'est comme il change d'avis tout le temps. » Non, c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Il applique son programme. Contraire. Il a été élu, avec un programme dont le règlement de la guerre en Ukraine faisait partie, il applique exactement ce qu'il a prévu. Alors après, avec ce qui est sans doute un type de méthode de négociation. Oui, la méthode américaine d'ailleurs. Méthode américaine, c'est-à-dire que quand vous voulez mettre votre adversaire, on va dire, en condition, vous pouvez le mettre dans une situation d'instabilité par rapport à vos propres intentions. C'est ce que Trump fait très bien, c'est ce qu'il fait très bien depuis son premier mandat, et c'est ce que personne ne semble se rappeler. C'est efficace. Et c'est efficace, alors, c'est mais brutal, personne ne comprend. C'est pas gentil, mais on oublie que dans les relations internationales et dans les guerres, les relations internationales d'État à État, il n'y a pas de gentillesse. Alors c'est pas gentil, c'est brutal, oui, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et il obtient des résultats, pendant que nous, on n'est même pas capable de renvoyer un Algérien en Algérie. J'allais y venir, parce que derrière l'action de Trump, vous avez la réaction française et européenne. Et en tout cas à l'Ouest, c'est-à-dire dans les pays déjà de l'OTAN, dans les pays anciennement à l'OTAN, les réactions des pays de l'Est, en particulier la Pologne et les États baltes, est un petit peu différente, évidemment. Surtout dans le cas de la Pologne, on va peut-être y venir. Mais les vieilles nations ouest-européennes, membres de l'OTAN depuis le début de la guerre froide, ont une réaction qui a l'air de celle d'un petit enfant abandonné, en fait. Et inquiet de voir disparaître, potentiellement, le parapluie du protecteur. Oui, qu'il critique matin, midi et soir, d'ailleurs. Le protecteur qu'il critique tout le temps. Matin, midi et soir, mais est-ce que... Alors, certains ont quand même l'intelligence de dire que c'est peut-être le signal qu'il est enfin temps de se réveiller et d'organiser une défense autonome, ne serait-ce que nationale, peut-être continentale, pourquoi pas, mais de ne pas compter ad vitam aeternam sur le parrainage et la tutelle d'un super grand, à savoir les États-Unis, ce qui serait au minimum la moindre des choses, mais on a une réaction un peu d'ingratitude, en fait, et de frustration. C'est faux d'ailleurs, parce que moi j'entends toute la journée, tous les jours, que les Américains, on devrait donc nous défendre nous-mêmes parce que les Américains se retirent. D'abord, je rappelle que la France n'est pas sous parapluie américain, donc c'est parce que on inclut la France là-dedans, mais la France n'est pas sous parapluie américain. Cela dit, nos armées dépendent des États-Unis, pas à cause des Américains qui nous protègent, à cause de nous-mêmes, parce que nous ne sommes même pas capables d'avoir des budgets corrects pour que notre armée soit autosuffisante. Mais ça, c'est un autre sujet. En revanche, pour les autres, les Américains ne se retirent pas vraiment. Ils disent simplement, que dit Donald Trump ? Il dit « merci de venir payer ». Il n'a pas dit « je me retire ». Il a dit « si vous ne payez pas, je me retire ». Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens ? Ils veulent que l'armée américaine vienne les défendre gratuitement. À l'œil. À l'œil. Ils trouvent ça normal. Mais pourquoi ? Il vous a enfanté, c'est votre père. Enfin, c'est une relation de suzerain à vassal, mais de vassal aussi un peu ingrat, un peu agressif. Mais un vassal agressif, comme vous dites, et puis un vassal qui veut lui-même être vassal, alors que le suzerain ne veut plus lui, il veut l'affranchir. Voilà. Donc c'est quand même le monde à l'envers. Et en fait, ils veulent le beurre, pour parler vulgairement, le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent être défendus, ils veulent critiquer celui qui les défend, le traiter d'impérialiste et payer le moins possible. Et lui dire, mais tu me dévalises. Enfin... pendant que, en gros, je parle des Allemands, ils ont développé leur économie, leur industrie, etc., parce qu'ils n'ont pas de budget défense, et maintenant on dit « Ah, mais on nous lâche !» Bah oui, mais il serait temps que vous mettiez la main à la poche un peu, non ? Oui, ça serait pas mal. Alors, Macron, parce que la réaction macronienne a été quand même assez particulière. C'est-à-dire que au moment où quand même l'administration Trump et l'Ukraine en même temps montraient que le dialogue était rétabli et que ça allait dans le bon sens, c'est-à-dire vers une reprise de négociation en vue de créer justement une négociation pour au moins un cessez-le-feu, eh ben, les pays européens, et à commencer par la France de Macron, ont pris une posture de clémenceau de sous-préfecture en parlant d'économie de guerre, en parlant de préparation, de défense nationale. Macron s'est présenté à 2 occasions, donc en allocution officielle devant les Français, costume noir, cravate noire. Ça promet quand même, comme symbolique. Rappelez-vous que c'est un comédien. Alors, c'est un comédien de bas étage, mais lorsqu'il était élève de Brigitte, sa future femme, les cours qu'il préférait, c'était des cours d'ailleurs, elle lui donnait des cours de théâtre. Voilà. Donc, il fait du théâtre, mais c'est un mauvais acteur. Mais bon, vous savez, on dit toujours
diffamer, il en resterait toujours quelque chose. Alors même s'il est mauvais acteur, ça marche parfois. Ça marche, il fait peur, hein. Il fait son petit cirque, là, il prend une voix tremblante et il s'habille en noir. Il fait une mise en scène, en fait. Mais c'est pathétique. Et malheureusement, il n'est pas le seul, parce que son homologue allemand, dans les déclarations infondées, dans le manque de sérieux, il en fait aussi pas mal, hein, parce que venir nous déclarer allez, on va investir 100 milliards d'euros, d'où il sort ce chiffre, comme disait l'ancien ministre de la Défense, comment il s'appelle, de Sarkozy, j'ai oublié son nom. Morin. Hervé Morin. Ils ont dit 100 milliards parce que c'est 50 plus 50. Oui. En fait, ça ne veut rien dire. 100 milliards. Mais 100 milliards de quoi? Ce sont pourquoi, des chiffres comment au pif. Oui, voilà. c'est n'importe quoi. Les Britanniques ne sont pas en reste, bien qu'en dehors de l'Union européenne, hein, mais Keir Starmer et ses prédécesseurs, surtout Boris Johnson, ont été des va-t-en-guerre furieux. Alors, pas avec leurs troupes, avec l'argent de leurs contribuables, oui, mais pas avec leurs troupes, et ils continuent d'ailleurs de l'être. Mais enfin, c'est complètement... Alors qu'ils dépendent totalement des Américains. Complètement. Mais c'est totalement décalé. La posture de Macron et du gouvernement allemand est complètement décalée. On ne parle plus de en fait, cette espèce de montée d'agressivité vis-à-vis de la Russie. Première puissance nucléaire en termes de nombre de têtes, hein, devant les États-Unis de peu. Oui. Après, on ne sait pas si ça fonctionne correctement, leur tête. Hein, on ne sait pas si ça fonctionne correctement. Parce que c'est un peu en attendant, made in China, leur truc. Hein. Exactement, mais en attendant, quand même, on ne joue pas à l'agressivité avec une puissance nucléaire comme on jouerait avec le Liechtenstein. Oui, et là, hein. ces postures guerrières... alors bien évidemment, c'est absolument amusant. Tout le monde dit, oulala, ce que prépare Trump en réalité, c'est la conférence de Munich. C'est-à-dire un abandon devant Poutine qui serait la réincarnation d'Hitler. Comme si, à juste titre d'ailleurs, vous avez un avocat analyste qui est très actif sur X, anciennement Twitter, qui s'appelle Philippe Fabry, qui dit des choses parfois assez pertinentes et qui faisait une analogie en réponse à l'analogie de la conférence de Munich, en disant que si on avait, via la Pologne par exemple, armé les Sudètes, financé et armé les Sudètes pour qu'ils résistent le plus longtemps possible, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit au projet d'Hitler? Non. À l'absorption finale des Sudètes? Non. À la guerre mondiale, à l'irruption de la guerre mondiale? Non plus. Non, mais donc en fait, c'est pas la bonne idée. Les comparaisons avec la deuxième guerre mondiale, c'est fatigant à la fin. Parce que ça n'a rien à voir. Donc, il faut arrêter de comparer tout le temps. À chaque fois en fait, c'est devenu leur point de repère. À chaque fois qu'ils n'ont rien à dire, à chaque fois qu'ils veulent imposer leur dogme, ils nous ressortent ça, comme ils nous traitent de nazis lorsqu'on parle d'immigration, alors que ça n'a rien à voir, le nazisme et l'immigration. Il n'y avait pas d'immigrés en Allemagne sous le nazisme. Vous comprenez? Ça, c'est un peu leur rengaine, comme on dit. Alors, pour l'Allemagne, pour les 100 milliards, etc. Je vais vous dire très simplement, ils veulent investir des 800 milliards d'euros pour l'Europe pour faire une défense qui va prendre 20 ans à être construite. Oui. Parce que pour former un colonel, il faut 20 ans. Pour construire de nouvelles armes, il faut les mettre en production, ouvrir des usines. Même, il faut les concevoir, tester, etc. Voilà. Mais dans 20 ans, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Russes non plus. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de natalité négatif. Oui. Et donc, en 2050, ça sera en France des Maghrébins qui s'allieront à des Turcs d'Allemagne contre des Dagestanais en Russie ou des Bouriates. Parce qu'il n'y aura plus d'Européens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut arrêter qu'ils arrêtent de gesticuler parce que dans 50 ans, ils n'existent plus. Le seul problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte encore. C'est un peu une note un peu pessimiste. Non, c'est la pour réalité. Conclure cette c'est émission, mathématique. Cher Richard. Heureusement, il n'y a pas de fatalité, parce que sinon vous allez plomber le moral de tous nos auditeurs. Mais en Faites effet, des enfants. Mais exactement. Et d'ailleurs, ce que J.D. Vance n'arrête pas de répéter aux Américains et aux Européens. Le discours de J.D. Vance à Munich, c'était de leur rappeler ça. Et alors, vous savez, on dit toujours la vérité. C'est quoi le proverbe? On dit la vérité fâche ou je ne sais plus quoi. La vérité blesse, oui. Blesse, pardon. Oui, la vérité blesse. En fait, il leur a dit la vérité et en fait, ça les a un peu vexés, secoués, parce que c'est... Vous savez, si vous dites à quelqu'un qu'il est moche, même s'il le sait, il essaie de l'oublier qu'il est moche, hein, ou qu'il lui manque une jambe. Donc si vous dites, ah bah t'as pas de jambe, oui merci, je sais, mais c'est pas la peine de me le rappeler. Voilà. Et donc il leur a rappelé qu'ils n'ont pas de jambe. Et alors, pour conclure, on est bien évidemment en attente pour le moment. Alors, au moment où nous enregistrons, encore une fois, nous n'avons pas plus de détails que cela sur la réponse définitive de la Russie. Est-ce que, là, ça va être la deuxième étape, est-ce que Trump aura assez d'arguments
et d'arguments dont on ne connaît pas, à mon avis, 10% Non. publiquement, pour amener la Russie à une table des négociations, ne serait-ce que pour commencer un cessez-le-feu, et puis après envisager une résolution, un plan de paix, un véritable plan de paix, qui garantisse bien évidemment le plus possible la sécurité des Ukrainiens, et qui garantisse une stabilité continentale, y compris d'ailleurs pour les voisins, qui ont tout à fait, comme la Pologne, comme les États baltes, très légitimement envie de garantir leur propre sécurité face aux voisins russes. Oui, Ça, nous sommes d'accord. ne serait-ce que si on prend la Pologne comme exemple, je peux vous dire que l'armée polonaise est tellement puissante qu'aujourd'hui que les Russes ne s'y frotteront pas, j'en suis persuadé. En espérant, en effet, que le vieil adage suffise, c'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre. Oui, d'ailleurs, Ouais. on a dit comment faire pour que l'Ukraine, on va envoyer des troupes pour que l'Ukraine ne soit plus envahie. La meilleure façon de ne pas être envahie, c'est d'avoir sa propre armée. C'est-à-dire que aider les Ukrainiens à avoir une armée efficace, et elle commence à le devenir de plus en plus, aussi efficace que celle des Polonais. Ils en ont les moyens, parce que c'est un pays riche, l'Ukraine. Donc la meilleure façon de ne pas se faire envahir, c'est d'avoir de une se armée de préparer, défense tout à fait, à la guerre. efficace. Voilà, c'est tout simplement ça. Et sur ces mots, Nous allons terminer cette émission de Culture et Politique. On à se très retrouve bientôt. lundi prochain, 17h30, chers auditeurs. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.